Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission L'Interview. Nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Eric Casterman Wadani Torwindi. Il est socio-anthropologue, il est expert des Nations Unies, il est aussi spécialiste des questions de santé. Il planchera ce matin sur l'actualité politique, sociopolitique nationale, mais aussi à l'international. Le chef de l'État a effectué une sortie avec la presse internationale, notamment France 24 et RFI. De quoi relève cette sortie? Quel est l'avis ou quelles sont les impressions, quelle lecture fait notre invité de cette sortie du chef de l'État? Tout à l'heure, vous le saurez. On fera aussi un vol rapide du côté de N'Djamena pour voir ce qui se passe avec le G5 Sahel et le départ précipité, macabre de l'ancien président le feu Idriss Déby et cette progression des rebelles aujourd'hui sur N'Djamena. Qu'est-ce qui va se passer du côté de N'Djamena? Notre invité vous le dira tout à l'heure. Ne décrochez surtout pas. Vous êtes sur Filao TV, au-delà du digital, l'info vraie. Qui est Eric Torwindi? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est, comme vous l'avez dit, moi, c'est Eric Wadani Casterman Torwindi. Je suis sociologue, anthropologue de formation. Je suis spécialiste de santé publique. Je suis expert actuellement des Nations Unies en coordination des projets électoraux. Et je suis motivateur et coach motivateur. Je suis aussi un bon lecteur de l'actualité politique nationale et internationale. Comme tout bon sociologue, d'ailleurs. Justement. D'une façon ou d'une autre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. M. Eric Torwindi, le chef de l'État a fait une sortie, la toute première, de façon officielle, après sa réélection, sa brillante réélection, le 11 avril dernier. Vous qui êtes un lecteur, vous qui êtes un spécialiste des questions électorales, spécialiste des questions de société, selon vous, est-ce que le chef de l'État était-il obligé de se soumettre à cet exercice avec une presse internationale? Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il devrait commencer d'abord par les chaînes locales. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, la sortie du chef de l'État, je vais en faire 3 points d'analyse. Allons-y. Le premier point d'analyse que je fais, c'est l'opportunité de cette intervention sur le plan international. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques ou non béninois qui ont jugé bon que ce n'est plus nécessaire de faire une lutte entre griffes sur le plan national et qui ont exporté les problèmes nationaux sur le plan international. Nous avons vu sur les chaînes de télévision internationales des Béninois, peut-être des exilés entre griffes politiques, ils se disent exilés politiques, parce que peut-être ils ont un problème avec la justice au pays. Nous avons vu des jeunes comme des moins jeunes qui présentent le Bénin comme le quartier malade de l'Afrique. Le quartier malade de l'Afrique de l'Ouest. Et les émissions qu'ils font, les propos qu'ils tiennent, les messages qu'ils écrivent, les correspondances qu'ils envoient aux institutions internationales, c'est pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les faits et méfaits, entre griffes, d'un régime sur le plan national. Avant les élections, nous avons vu quelles ont été les tractations. Nous avons vu quelles ont été je ne sais pas comment l'appeler. Nous avons vu quelles ont été les tractations, quelles ont été les différentes dynamiques sociopolitiques qui ont amené l'opposition à se cliver et à s'écarter, à s'éparpiller. De l'objectif. De l'objectif. L'objectif qui était prendre le pouvoir. Parce que aller d'abord aux élections et après prendre le pouvoir. Aller aux élections et prendre le pouvoir. Cette propagande de mauvais augure qui est faite par une certaine classe politique sur le plan international, pendant les élections, les événements qui se sont passés, après les élections, les événements qui se sont passés et qui se préparaient à être
perpétrés obligeait le chef de l'État à prendre la parole pour donner son avis, éclairer l'opinion nationale et internationale. Ça, c'est mon premier point d'analyse. Le second point d'analyse, la notion de démocratie, comme nous l'entendons aujourd'hui, je me rappelle, c'était Jacques Chirac qui avait dit que la démocratie était un luxe pour les peuples africains. Ce sont les Africains, quand ils l'ont appris, ou quand ils ont entendu cela, qui ont crié et insulté proprement ils ont vidé le dictionnaire des vilains mots pour qualifier Jacques Chirac au moment où il disait cela, alors qu'il était dans le vrai. La démocratie n'est pas de l'anarchie. Quand on dit démocratie, c'est le partage des pouvoirs, la différenciation des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et la liberté de la parole. Beaucoup prennent cette liberté de la parole comme du libertinage, en fait. Ce qui est préjudiciable pour la démocratie. Préjudiciable. Donc, si la démocratie n'a pas la force de la loi, c'est comme un homme viril mais stérile. C'est exactement le plan schématique qu'on peut faire. Il est viril mais il est stérile. Le troisième plan sur lequel je vais intervenir, c'est l'après-élection. L'après-élection. Vous avez vu que le chef de l'État, quand on lui a demandé est-ce qu'en 2026 il sera candidat, c'est parce que vous savez que vous connaissez la perspicacité des journalistes qu'on lui a envoyés. Ils ne disent rien s'ils n'ont rien entendu au préalable. Le chef de l'État a été intransigeant. Il a été très tranchant. Il a catégorique. Catégorique. Parce qu'il a même dit mais pourquoi est-ce que vous ne nous applaudissez pas alors que nous sommes les seuls qui, dans la sous-région, même en Afrique, qui est écrit dans la Constitution, une fois renouvelable, à vie. Vous ne vous consacrez pas, vous ne vous concentrez pas sur ce positif, mais vous venez lui demander s'il ne va, parce qu'il avait dit qu'il sera candidat d'un seul mandat, vous ne vous concentrez pas sur ce côté positif, mais vous dites qu'il y a des soupçons qu'il sera candidat en 2026, alors que nous sommes en 2021 et que le nouveau mandat n'a même pas encore commencé. Voilà. C'est la lecture que je fais, les trois niveaux de lecture que je fais de la sortie du chef de l'État. Et pour dire finalement que si le chef de l'État est sorti pour en parler, il était important que ceux qui avaient des informations vraies ou moins vraies, ou fausses carrément, ou fausses, je ne voulais pas utiliser le mot faux, ceux qui avaient des informations vraies ou moins vraies, que tout cela soit situé sur la situation réelle. Je vous donne un exemple. Par rapport à la situation sécuritaire du pays, nous avons vu les journaux titrés, je crois, c'est-à-dire hier ou avant-hier, qu'il y a eu un accident qui s'est passé à un endroit du Bénin et qu'on a vu 56 sacs de munitions. Monsieur le journaliste, je suis coordonnateur des opérations électorales. J'ai été coordonnateur des opérations électorales au Congo, au nom des Nations Unies. Je suis actuellement chargé de l'éducation civique, côté électoral toujours, en République centrafricaine. Donc, j'ai fait le Congo, j'ai fait la Centrafrique, j'ai fait dans mes fonctions, mes obligations, j'ai fait la frontière du Soudan, j'ai fait la frontière du Tchad, j'ai fait le Burundi, j'ai fait le Rwanda. Pour ceux qui sortent, ou que ceux qui sont sortis, et qui sont allés dans les zones de guerre, ils doivent comprendre que la guerre n'est pas un projet désirable. Les conflits armés ne peuvent pas être un projet à entretenir par une frange de la population pour bouleverser. Je vous donne un exemple assez banal.
Je n'ai pas choisi de faire la politique. J'ai mes enfants qui fréquentent. Ils ont 6 ans, ils sont à l'école. Ils ont 10 ans, ils sont au collège. Pourquoi est-ce que... Parce que quelqu'un a choisi d'être politicien ou homme politique ou de vivre de la politique, que ces agissements empêchent moi, mon enfant, d'aller à son école. Pourquoi? Parce que j'estime vouloir être candidat à la présidentielle et parce que je n'ai pas rempli les conditions pour le faire, je vais embraser le pays. Moi, qui suis chez moi, mon enfant... Simple citoyen. Simple citoyen. Mon enfant qui doit aller à l'école, moi qui dois aller faire mes affaires, aller au boulot. Pourquoi est-ce que ton choix d'être homme politique doit compromettre mon avenir? Doit compromettre mon avenir, l'avenir de mes enfants. Nous avons perdu 1989 ici, tu te rappelles. Nous étions au cours primaire quand la guerre civile est arrivée, ou pas la guerre civile, quand l'année blanche. Quand l'année blanche est arrivée, oui. Nous avons perdu cette année. Les hommes politiques ont perdu quoi? Ceux qui ont incité à cette perte, ils ont perdu quoi? Ils n'ont rien perdu. Mais c'est nous qui avons perdu 1 an de notre existence, 1 an de notre année professionnelle. Voilà un peu. Et donc, moi je m'inscris dans cette rigueur de régenter le pouvoir de l'État. Parce que le pouvoir est une entité qui s'exerce. C'est pourquoi je disais que la démocratie, on a mal consommé la démocratie. Quand vous prenez aujourd'hui les grands pays qui se disent des pays démocrates, ils n'ont pas quitté la démocratie du jour au lendemain. La France, que l'on cite en exemple, la France n'est pas partie de la démocratie du jour au lendemain. La France a connu des rois avant de commencer à connaître des républiques. Donc la maturation, donc, le progrès de la démocratie, la démocratie elle-même devrait être une maturation sociale, de l'acceptation et de l'inculcation des valeurs de la démocratie dans les habitudes quotidiennes, pour qu'on sache que être démocrate ou être dans un pays démocratique ne veut pas dire que l'on est capable de tout faire, que l'on est capable de tout dire et que l'on est capable de bouleverser l'ordre des choses. Monsieur Eric Torwendi, nous allons progresser dans ce débat. Vous avez si bien dit, l'ordre démocratique n'est pas de l'anarchie. Il faudra respecter les institutions, il faudra respecter les principes de gouvernance dans notre pays. Mais dites-moi, au-delà de cette sortie du chef de l'État, comment voyez-vous le quinquennat en 2-3 mouvements, rapidement, ce second quinquennat du chef de l'État? D'abord, je parle du premier. Pour ceux qui voyagent et qui reviennent, c'est-à-dire à chaque fois que vous partez, que vous revenez dans votre propre pays, vous avez l'impression de ne pas être au Bénin. Tout a changé. Tout a changé. Je ne parle pas d'abord des infrastructures routières, mais je parle de l'habitude des gens. Je parle de la manière de faire, d'exercer le pouvoir des gens. Je me rappelle, il y a quelques années, quand nous allions faire nous allions dans un service public pour demander un service, il fallait donner de l'argent. Aujourd'hui, quand tu vas dans un service public pour te faire servir, si toi-même tu dis, écoute, prends, mon ami, prends 1000 francs, prends 2000 francs pour la bière, il te pose la question de savoir, tu ne veux plus me revoir ici le lendemain quand tu vas revenir? C'est cela. C'est cela. On en est à ce niveau-là. Et ça c'est à l'actif du chef de l'État. Quand je dis chef de l'État, je dis à l'actif de la gouvernance qu'il y a actuellement. Les 5 années à venir, c'est une progression. C'est une progression. Je vois bientôt, à la fin de 2021, à la fin de 2021-2026, je vois un Cotonou très transformé. Les autres communes du Bénin très très transformées. Je vois les Béninois assez disciplinés. Je vois moins de gens gaspiller de l'argent. Je vois les jeunes gagner de l'argent à la sueur de leur front. Je vois les parents, les travailleurs du privé comme du public bien gérer leurs revenus qu'ils méritent et ne pas aller dans les essais, les débordements, etc. D'accord, et à vous écouter, à vous entendre, on croirait que tout se passe très bien et qu'il n'y a aucun problème. Mais dites-nous,
Monsieur Eric Torwendi, la main sur le cœur. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette gouvernance-là pour les le premier quinquennat, les 5 années passées déjà par le chef de l'État? Dites-nous sans langue de bois. Non, allons-y par méthode. Oui, allons-y. Allons-y par méthode. Oui. Qui se plaint au Bénin? Le citoyen lambda. Qui se plaint? Puisque le chef de l'État même l'a dit que nous devrions serrer la ceinture et nous avions suffisamment serré la ceinture. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai posé la question de savoir qui se plaint au Bénin. Je vais y répondre. Allons-y. Vous êtes journaliste. Oui. Avant l'arrivée de Talon, du président de la République, pendant son quinquennat, vous êtes journaliste. Après, je ne suis pas patient. Tu n'y es pas patient. Voilà. Après le président Talon, tu serais encore journaliste. Toujours. Le ZEM, le conducteur de taxi-moto, qui conduisait son taxi-moto avant le président Talon, conduit son taxi-moto pendant le président Talon et conduira son taxi-moto après Talon. L'enseignant qui était enseignant avant l'arrivée de Talon reste enseignant pendant Talon, restera enseignant après Talon. Qui se plaint? Dites-nous toujours. C'est les vraies questions que les gens ne se posent pas. Qui se plaint alors? Il y a 2 types de personnes qui se plaignent. Allons-y. La première catégorie de personnes qui se plaignent, c'est la catégorie de personnes qui vivent de la politique. C'est-à-dire les salaires, ceux qui avaient les salaires et les indemnités et les émoluments électifs. Il y a la deuxième catégorie de personnes qui se plaignent. C'est cette catégorie de personnes qui gagnaient des émoluments, des primes, des salaires nominatifs. Il y a ceux qui vivaient des élections, des postes électifs, et il y a ceux qui vivaient des postes nominatifs. Regardez bien autour de vous, vous allez voir que c'est ces 2 types de personnes qui se plaignent aujourd'hui. Et pourtant, le panier de la ménagère est vide. Ouais, le panier de la ménagère est vide. Est vide, c'est... Quand l'on dit, c'est péjoratif. Ma mère est au village. Quand elle m'appelle pour dire j'ai tel besoin, elle ne dit pas que c'est parce que le gouvernement a fait ceci ou a fait cela. Elle est cultivateur. Elle va faire ses cultures. Quand il y a des périodes des vaches maigres, elle sait s'accommoder. Elle s'accommode. Qui se plaint au Bénin? D'accord. Monsieur Eric Torwendi, dites-nous, le chef de l'État l'a dit. On ne voudrait pas croire que c'est une promesse électorale. Il a dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu dire aussi, et que le développement sera bientôt dans les poches. Vous y croyez? Ben, c'est une vision. C'est une vision. Qui peut ne pas être réalisée. C'est une vision. Et je vous dis que quand on est un homme de développement, on doit être un homme de vision. Je vous donne un exemple, 2 exemples banals qui montrent dans quel gouffre nous étions et de quel gouffre nous sortons. Regardez la route Godomé-Calavi. Je donne un exemple précis. Moi, je suis assez concret dans la route Godomé-Calavi. Oui. Nous avons des institutions, des services de l'État qui peuvent calculer sur des projections statistiques, des projections de la population, qui peuvent savoir exactement telle commune, dans telle cité, on aura, aujourd'hui c'est 1 million d'habitants, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on aura telle taille de la population. Il y a l'INSA qui est là, il y a le CFOP qui est là, il y a beaucoup d'autres institutions de mesure de la taille de la population, sur des projections. Lorsqu'on veut construire une route, on veut construire une route, on a le projet de construire une route, c'est des aspects qu'il faut intégrer. On sait que Calavi est une cité dortoir. Et on sait que Calavi est la plus grande ville en matière de population. On ne peut pas vouloir construire une route Godomé, Calavi, et ne pas calculer la taille, ne pas projeter la taille de la population de Calavi. Le flux. Sur 50 ans. Vous avez vu ce qui s'est passé? Avant, on avait une vision assez obtuse du développement.
Aujourd'hui, on a une vision large. Aujourd'hui, on a une vision, non pas que large, ambitieuse. Ambitieuse. Vous voyez ce qui se construit aujourd'hui. Le problème, la conséquence directe, lorsqu'on a construit cette route Godomé-Calavi, 2 semaines ou 3 semaines après, l'embouteillage a recommencé. 2 mois ou 4 mois après, l'embouteillage a recommencé. Vous voyez comment, ceux qui sont à Calavi voient comment ils souffrent. Je vous donne encore, j'ai dit j'allais donner 2 exemples. Le second exemple, allons-y vite, oui. C'est au Bénin, il y a quelques années, qu'on voit une route nouvellement construite, que ce soit les routes de pavés ou les routes bitumées. 3 mois après la construction de ces routes, nous voyons, on vient, on casse la route. On casse de façon, dans la largeur comme ça. Et on fait passer des tuyaux de SONEB, de SBE. Mais pourquoi est-ce que, au moment où on faisait le projet, pourquoi on n'a pas intégré ces aspects-là pour que la SBE et la SONEB passent leurs tuyaux avant que l'on construise la route? On casse, on construit et on laisse la route cassée comme ça. On a connu des comme ça. Vous êtes dans le même pays que moi. Aujourd'hui, le développement que nous connaissons aujourd'hui n'est pas un développement quinquennal. Parce que très souvent, en Afrique en général, les présidents, les chefs de l'État, quand ils prennent le pouvoir, ils font le projet de développement de leur quinquennat. Après, ça peut tomber, ce n'est pas leur problème. S'ils doivent rester 10 ans, leur projet de développement doit durer 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Nous avons regardez les routes qui se construisent. Regardez les réformes qui se font. Ce n'est pas des réformes quinquennales. C'est des réformes de vision sur 50 ans, sur 100 ans. Merci, M. Eric Torwendi. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas vous laisser partir. Et ça va être un crime de lèse-majesté que de ne pas vous interroger sur la question du G5 Sahel et du Tchad, avec le départ plutôt de Idriss Déby, le départ prématuré de Idriss Déby. Vous qui êtes expert des Nations Unies, qu'est-ce qui se passe dans cette région-là? À quoi devrait-on s'attendre en 1, 2, 3 mouvements? Dites-nous rapidement. C'est malheureux, la perte du chef de l'État du Tchad, Idriss Déby, que je respecte beaucoup, qui est le porte-flambeau de la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme en Afrique en général, qui est pratiquement l'un des premiers à envoyer des troupes sur des terrains où l'on a besoin de renforts de l'armée. Nous avons vu comment il a combattu Boko Haram, nous avons vu comment, de son pays qui est un pays enclavé, comment il est passé par le Cameroun, comment il est rentré dans le Nigeria, comment il a chassé. Et la perte du président Idriss Déby, si l'on ne sait pas faire, si les actuels gouvernants ne savent pas faire, si la communauté internationale africaine, l'Union africaine, n'apporte pas son soutien direct et solide au Tchad, nous allons connaître une autre Libye. Parce que nous allons connaître une autre Libye. Le Tchad s'interposait comme le faiseur d'équilibre. Regardez les pays qui sont autour du Tchad. La Centrafrique, c'est du feu de la cendre récemment. Le Soudan, c'est pas le paradis. Si l'on ne maîtrise pas la gestion du pouvoir après Idriss Déby, avec la progression des rebelles, avec la circulation des armes, dans les prochains jours à venir, on peut encore avoir des sursauts, des soubresauts de rébellion et d'incertitude carrément. Ce qui aura comme conséquence d'agir directement sur les pays limitrophes, oui. Comme le Soudan, comme la Centrafrique, où je suis actuellement. Voilà un peu la lecture que je fais. Donc, l'Union africaine, en premier, doit appuyer le processus de transition. Vous avez écouté le discours de Macron. Il dit qu'il n'appuiera pas un gouvernement qui ne prendra pas la démocratie comme modèle de développement. Il parlait directement au fils. Mahamat Idriss. Il parlait directement au fils et au pouvoir militaire qui est au pouvoir actuellement. Donc, mis l'un dans l'autre, je crois que les Tchadiens et la CEMAC et l'Union africaine ont tous ensemble le pouvoir et le devoir de
d'éclairer ceux qui sont là actuellement au pouvoir pour décrisper l'actualité, à moins qu'il y ait d'autres dynamiques que nous ne maîtrisons. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Eric Casterman Wadagne Torwendi, et je le dis comme ça, vous avez certainement quelque chose à dire pour clôturer, finir ce débat. Oui, j'aimerais remercier le peuple béninois pour sa pacificité. J'aimerais remercier le peuple béninois pour son amour à la paix, pour son désamour à la violence. Même si nous avons connu quelques soubresauts, quelques foyers de violence, nous savons que ce n'est pas de la volonté de ceux qui font ça de le faire, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les commande ou qui les télécommande. C'est ce que je voudrais dire. Je voudrais aussi dire que le développement est une vision. Et heureusement, nous sommes dans cette vision du développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Eric Casterman Wadagne Torwendi. Il est socio-anthropologue, il est aussi expert des Nations Unies. Il nous a décrypté l'actualité, il a donné son point de vue sur la sortie du chef de l'État, mais aussi un vol rapide du côté de N'Djamena lui a permis de dire ce qu'il pense de cette situation au Tchad aujourd'hui et dans la plupart des pays limitrophes à cette région-là, qui est aujourd'hui sous les feux des rebelles du FACT. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.